Bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Bonjour à tous, voici les titres retenus ce jour. En Côte d'Ivoire, la décharge publique d'Akwedo, bientôt transformée en un vaste parc écologique et urbain. Ce dépotoir a été officiellement fermé hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, les premières nouvelles cartes nationales d'identité disponibles dans 6 mois. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'entreprise Semlex ont signé récemment le protocole de mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Enfin, les généraux et les leaders de la contestation ont trouvé un accord sur l'instance de transition au Soudan. La décharge publique d'Akwedo a donc été officiellement fermée hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce dépotoir qui a accueilli pendant plus de 50 ans la quasi-totalité des déchets du district d'Abidjan sera transformé en un vaste parc écologique et urbain. Les travaux de construction de ce futur jardin d'environ 100 hectares sont estimés à 96 milliards de francs CFA. Les précisions de Abdoulaye Koné. Par ce geste, le Premier ministre vient de fermer définitivement la décharge sauvage d'Akwedo, à la grande satisfaction des riverains, mais surtout de la chefferie. C'est véritablement un soulagement pour nos parents d'Akwedo, parce que en tenant compte des odeurs et ce qui ne jouait beaucoup sur la santé des populations. Donc si aujourd'hui cette décharge est fermée, c'est vraiment un soulagement parce qu'on constatera qu'il y aura une meilleure santé pour les populations d'Akwedo. On pensait que la décharge fermée serait abandonnée. Parce que là, ça serait un nid de bandits. Cette grande surface qui jadis nous a causé beaucoup de nuisances. Dieu merci. Nous disons beaucoup merci, surtout au président de la République, Alassane Ouattara, qui a envoyé son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour nous donner la joie de vivre. La fermeture de la décharge, source de nuisances sanitaires et environnementales, laisse la place à la naissance d'un autre projet, la réhabilitation et l'aménagement d'un parc écologique et urbain. Fermer une décharge, ce n'est pas simplement fermer son portail d'entrée. C'est le début d'un long processus de traitement et de transformation. Voilà la mission que vous nous avez confiée, transformer cette décharge, la réhabiliter, faire en sorte que la décharge d'Akwedo, comme d'autres décharges à travers le monde, à Paris ou Tel Aviv, pour ne citer que, devienne un grand espace vert. Au moment où des temps heureux se profilent clairement à l'horizon pour nos parents d'Akwedo, je m'en voudrais de ne pas saisir l'opportunité de cette tribune pour leur rendre un hommage mérité. Oui, Monsieur le Premier ministre, vos parents d'Akwedo Village ont beaucoup souffert de cette proximité avec la décharge qui a fini par faire de leur vie un cauchemar. Car vivre en permanence à côté d'une décharge dont la gestion ne répond à aucune norme sanitaire et environnementale n'est pas du tout aisé. C'est le lieu pour moi de saluer leur patience et de souligner par la même occasion les importants efforts du gouvernement à l'endroit du village d'Akwedo. Cette action traduit surtout la volonté du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, un engagement qui s'inscrit dans l'accord de Paris sur le climat. Il s'agit de laisser un souvenir agréable aux populations qui ont fait montre d'une solidarité et d'une générosité exemplaire en acceptant de céder leurs terres pour recevoir l'ensemble des déchets produits dans le district d'Abidjan depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La réalisation de ce projet, d'un coût global d'environ 96 milliards de francs CFA, est chère à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, car il s'intègre parfaitement dans le cadre du programme social du gouvernement. Sa mise en œuvre va redonner aux populations d'Akwedo un cadre de vie sain et agréable
et offrir des centaines d'emplois directs et indirects aux jeunes. En outre, ce projet intègre un accompagnement social qui s'inscrit dans la continuité du soutien de l'État à la population villageoise d'Akwedo. Le volet social de ce projet concerne les domaines suivants: l'environnement du village, l'éducation, la formation et l'insertion sociale, la santé des populations, les activités de sport et de loisirs, les infrastructures socio-économiques, la gouvernance du village et des mesures financières. Fermer la désormais décharge d'Akwedo qui s'étend sur 153 hectares se veut la responsabilité assumée du gouvernement ivoirien dans son contrat avec la nature. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour ce mois de juillet. On poursuit avec ce communiqué de la direction de la communication de la présidence de la République, document libellé comme suit. Les rédactions désireuses de couvrir la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, prévue à Abidjan le 12 juillet 2019, sont priées de communiquer les noms de leurs reporters au plus tard le samedi 6 juillet 2019 à 18h au contact suivant: 49 40 00 63 08 28 92 52 07 93 69 12 ou servicepresse.pr@présidence.ci. Le retrait des accréditations se fera du mercredi 10 au jeudi 11 juillet 2019 de 9h à 17h au palais de la présidence de la République auprès du service de presse 6 au bâtiment des conseillers. Fait à Abidjan le 4 juillet 2019. Ouverture aujourd'hui à Abidjan des travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Les parlementaires et organisations interparlementaires ayant en commun la langue française vont réfléchir sur le thème Parlement et renforcement de la démocratie. Moussa Konaté. Plus de 400 participants, 83 pays invités. Les assises de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie auront lieu à Abidjan du 5 au 9 juillet. 52 ans après la création de l'institution parlementaire, la question du renforcement de la démocratie dans l'espace francophone interroge. Les parlementaires de la zone linguistique francophone ont décidé donc de se mettre ensemble, de fédérer leurs forces, de fédérer leurs moyens, non seulement pour s'aider à progresser les uns les autres, mais aussi pour défendre les cultures qui sont propres à ces pays, qui sont membres donc de cet espace francophone-là, et puis surtout de porter des valeurs politiques qui sont celles de la démocratie et celles de la promotion des droits humains. Les États africains sont représentés au sein de l'APF, au total 24 pays. Mais dans son fonctionnement, l'organisation interparlementaire joue le jeu de l'équilibre. Les postes donc se renouvellent chaque 2 ans, et surtout les postes sont tournants. Au niveau des différentes régions qui composent l'APF. Donc nous avons la région Afrique, la région Amérique, la région Europe et la région Asie-Pacifique. La présidence est tournante entre la région Afrique et la région Amérique. Au moment où je vous parle, c'est un Québécois donc, qui est le président de l'APF. Et donc le prochain président de l'APF va venir de la région Afrique. Mais il ne va pas seulement venir de la région Afrique, il va surtout venir de la région Afrique de l'Ouest. L'Afrique s'est subdivisée en sous-régions. Donc c'est la région Afrique de l'Ouest qui va occuper le poste cette fois-ci. Je rappelle qu'il y a 2 ans avant que nos amis canadiens accèdent au poste, c'est le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Aubin Minakou, enfin l'ancien président, qui avait été président donc, de l'APF au titre de la région Afrique centrale. Donc cette fois-ci, c'est la région Afrique de l'Ouest qui est partie pour occuper. Donc c'est un parlementaire de cette région-là qui va occuper le poste de président. Au fil des années, l'APF est devenu l'organe consultatif de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce rôle de pièce maîtresse fait d'elle le garant de la démocratie dans l'espace francophone. La francophonie a participé à beaucoup de négociations.
prévenir, empêcher que les conflits deviennent violents. Ça compte beaucoup pour les États africains. La francophonie a contribué beaucoup aussi dans l'organisation de nos élections, notamment par l'encadrement ou alors l'observation du processus électoral. Pour un État africain, c'est beaucoup de choses. Et n'oublions pas la coopération économique et la coopération liée au développement pour nos États. C'est immense. De 23 sections au départ, l'institution compte à ce jour 88 sections parlementaires. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines économiques, sociaux et culturels. De la suspension du Parlement en cas de non-respect de la démocratie et de non-renouvellement des institutions dans un pays, l'APF a consolidé ses assises. Si un Parlement ne respecte pas les principes de l'APF, ce Parlement peut être exclu du bureau ou bien de toutes les activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et ce pays ou ce Parlement peut aussi être mis en observation. Ça veut dire qu'il existe vraiment des sanctions contre tous les parlements qui pourraient ne pas respecter les principes de l'APF. La bonne tenue des travaux à Abidjan est le défi que veut relever la Côte d'Ivoire en accueillant la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En termes d'influence internationale, ça compte. Le fait d'organiser un tel événement dans nos territoires, ça attire le regard de plusieurs pays, aussi bien membres de la francophonie que ceux qui ne sont pas membres de la francophonie sur la Côte d'Ivoire. Donc ils peuvent avoir des privilèges donc, liés aux investissements. D'abord, ceux qui regardent où se trouve ce pays, la Côte d'Ivoire, ils pourraient mieux se renseigner sur la Côte d'Ivoire et donc porter plus de regard sur la Côte d'Ivoire en termes d'investissement, de coopération. Et n'oublions pas qu'il y a une commission liée à l'éducation, aux affaires culturelles. Ça compte pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir des subventions pour appuyer le système éducatif. C'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire abrite des rencontres de l'APF. Après celles de 1970 et 1998, la tenue des travaux cette année à Abidjan sera un véritable succès, selon le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ça sera une grande fête de la francophonie. Je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie et que la fête sera belle. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sera marquée par un débat général sur le thème Parlement et renforcement de la démocratie. Les commissions et réseaux de l'APF vont se réunir également pour traiter des questions relatives à leur domaine de compétences. Il est aussi prévu la réunion du Parlement francophone des jeunes et la rencontre des femmes parlementaires francophones. Je vous l'ai annoncé dans les titres, les premières nouvelles cartes nationales d'identité seront disponibles dans 6 mois en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et les responsables de l'entreprise Semlex ont signé il y a quelques jours le procès verbal marquant le début de la production des nouvelles cartes nationales biométriques. À noter que cette opération va durer 24 mois. Plus de détails avec Kolo Koulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont en atelier. Il s'agit notamment de l'ARTCI, l'autorité des régulations des télécommunications qui protège les données personnelles, et la société Semlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de registre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du RMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans 6 mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité devaient être entre les mains de leurs titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi entre le ministre de l'Intérieur et la société Semlex marque le T0, le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire.
nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Celmex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du Registre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres du 3 juillet dernier a adopté un projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI. Mais les partis d'opposition de leur côté refusent ce projet et demandent la poursuite des négociations. On en parle avec Gabriel Zani. 15 au lieu de 17 membres, c'est le nombre des membres de la commission centrale de la CEI. Une nouvelle composition adoptée en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet. La classe politique réagit. L'AFD et le FPI ont fait des propositions qui sont contenues dans le PV qui a été, je dirais, signé par les différents participants, qui mentionnent des points d'accord, mais qui mentionnent aussi beaucoup de points à discuter, que donc le FPI et l'AFD sont dans l'entente de la reprise de ces négociations. Le président du FPI, le Front populaire ivoirien, s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse tenue sur le sujet de la CEI. Des avis divergents qui montrent à l'évidence la pluralité des approches de la recomposition de la CEI. Pourtant, dans la nouvelle composition, la société civile se taille la part du lion avec 6 représentants dans la commission centrale, pendant que la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature obtiennent un représentant chacun. Quant aux partis au pouvoir et aux partis de l'opposition, 3 représentants chacun. Il aura donc fallu 4 séances plénières et 6 rencontres, un comité restreint de haut niveau entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile pour aboutir à des conclusions actées dans un rapport. La POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, était au nombre des acteurs qui ont mené les consultations. Il y a eu 3 points d'accord très importants, où tous les groupes les parties prenantes ont été unanimes. C'est sur le retrait du représentant du ministère de l'économie et des finances, le retrait du représentant de l'Assemblée nationale, le retrait des confessions religieuses. Les modifications s'étendent aussi au bureau central qui compte désormais 7 membres. Chacune des commissions locales aura aussi 7 membres. Mais au-delà des divergences constatées à l'issue des travaux, la mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du gouvernement de décrisper les relations pouvoir-opposition. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. Selon le ministre de l'Intérieur, les avis des absents aux négociations ont été pris en compte. Sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Le PDCRDA et EDS ont estimé que pour des questions relatives aux termes de référence, n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Les préoccupations exprimées par ces 2 parties ont également été prises en compte dans, n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Une chose reste certaine, gouvernement, partis politiques et société civile sont unanimes sur un fait, le renforcement des conditions propices à des élections apaisées. Nous sommes entendus sur les points essentiels de la présence de certains membres d'institutions et tout. Le gouvernement en a cédé. Nous avons aussi cédé un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'on arrive à un rapport final. Pour nous, GPP, nous sommes satisfaits de ce qui a été indiqué, sauf qu'il y a un élément nouveau qui n'était pas dans le rapport. Nous pensons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura un cadrage
qui va pouvoir évidemment satisfaire tout le monde. Pour ce politologue, la prise en compte des conclusions du rapport des débats sur la réforme de la CEI restaure la confiance entre les acteurs politiques. Le fait qu'il y ait déjà une table de négociation entre le pouvoir exécutif, les partis d'opposition, la société civile, c'est déjà un gage de cohabitation pacifique. C'est-à-dire que les différentes parties privilégient ne pas recourir à la violence, privilégient ne pas recourir à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie des différentes populations. Ça, c'est un geste qui est déjà à saluer. Du 21 janvier au 26 juin 2019, le dialogue politique sur la réforme de la CEI aura duré 5 mois et demi. Mais la nouvelle CEI n'est qu'à mi-parcours de son avènement. Le communiqué du gouvernement du 3 juillet modifie la loi relative à la composition de la CEI. Le projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Transparence oblige, le découpage électoral ainsi que la loi électorale feront aussi l'objet de discussions entre les acteurs politiques selon les dispositions contenues dans le rapport sur la CEI. Rappelons que selon le communiqué du Conseil des ministres tenu le 3 juillet dernier, le gouvernement a donné son accord pour que les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire ne soient pas candidats au poste de président de la commission électorale indépendante. Le sous-sol ivoirien est très riche. On y trouve des matériaux naturels tels que le diamant brut, l'or, le fer, le nickel et le cuivre. En 2018, les recettes fiscales générées par le secteur des mines s'élèvent à 65,841 milliards de francs CFA contre 56,441 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 16,65%. Toutes ces précisions ont été données hier par le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. C'est un reportage de Francis Boiffaut. Le secteur minier en Côte d'Ivoire, un domaine en pleine expansion après la mise en place des réformes du gouvernement. Les statistiques de 2018 révèlent un chiffre d'affaires de plus de 582 milliards de francs CFA contre 539 milliards en 2017, soit une augmentation de 8,02%. 65,841 milliards de nos francs de recettes fiscales contre 56,5 milliards de francs CFA en 2017. Avec 178 permis de recherche et 16 permis d'exploitation minière en cours de validité, ce sont 268 milliards de nos francs qui ont été investis en 2018 sur toute l'étendue du territoire national. L'or représente 86,52% des demandes, soit 154 permis de recherche. La production d'or à l'échelle industrielle est passée de 7 tonnes en 2009 à environ 24,5 tonnes en 2018 et fait de la Côte d'Ivoire le 7e producteur d'or en Afrique, selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était à la tribune de l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Le ministre est longuement revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or à travers le Programme national de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. Il a permis la fermeture de 1195 sites d'orpaillage, l'interpellation de centaines d'orpailleurs clandestins, la saisie d'armes, de munitions, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants. Nous sommes en train de lutter sans répit contre l'orpaillage clandestin qui nuit aux exploitations minières légales, détruit notre environnement, menace la qualité de vie dans nos villages et la vie même de nos parents et hypothèque l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Le secteur minier représente actuellement 2% dans le produit intérieur brut du PIB. Le gouvernement veut doubler ce taux en 2020. D'énormes défis à relever donc en 18 mois. La réalisation de l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance et la compréhension des phénomènes liés au sol, au sous-sol et au plateau continental de notre pays, puisque en mer également, nous pouvons faire et nous allons faire des recherches. L'activité minière est avant tout une source d'emploi. Plus de 53 000 emplois directs et indirects générés au 31 décembre 2018.
Autre actualité, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a procédé récemment à la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé TPCI, 5,95% 2018 à 2025. Cette cérémonie s'est déroulée à la Bourse régionale des valeurs mobilières dans la commune du Plateau. Et il s'agit du 30e titre de la Côte d'Ivoire, côté bourse. Les explications de chaque connaît. TPCI 0.30, c'est le symbole du 30e titre de la Côte d'Ivoire nouvellement coté en bourse. Ce titre d'un taux d'intérêt de 5,95% va s'étendre sur la période de 2018 à 2025, soit une maturité de 7 ans avec 2 ans de différé. Objectif, permettre aux investisseurs d'acquérir ou de céder des titres en toute sécurité. Pour cette première cotation, 100 titres ont été échangés au prix de 10 000 francs CFA. Cette opération permettra de financer les investissements prévus au budget 2019. En choisissant l'emprunt TPCI, vous pouvez être sûr d'être sur la bonne voie pour faire un investissement rentable garanti par l'État de Côte d'Ivoire. Sur 100 milliards de francs CFA recherchés, l'emprunt obligataire lancé par le Trésor public du 19 novembre au 10 décembre 2018 sur le marché financier régional a permis de mobiliser un montant total de 112,560 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 112%. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire a émis 31 titres de créances pour un montant total de plus de 3 302 milliards de francs CFA. Direction la région est du pays, le poste de pesage d'Abengourou a été officiellement inauguré. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cette infrastructure routière d'environ 400 millions de francs CFA va permettre de contrôler les charges à l'essieu des camions poids lourds. Herman Niamien. C'est officiellement ouvert. La station de pesage d'Abengourou qui rentre en service va permettre de contrôler les charges à l'essieu des camions poids lourds afin de protéger nos routes. Selon les experts, le respect des charges autorisées à l'essieu est une mesure d'entretien préventif de la route. Car, précise-t-il, les études montrent que la surcharge à l'essieu est l'une des principales causes de la dégradation accélérée des routes. Après 5 années de mise en œuvre de ce dispositif de contrôle des charges, nous sommes parvenus quasiment à éliminer l'extrême surcharge, un des facteurs principaux de la dégradation de nos routes. Construite sur une superficie de 1,3 hectares, la station de pesage d'Abengourou a été entièrement financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. L'engagement de l'Union européenne auprès des États d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre la surcharge à l'essieu, il participe à l'amélioration de l'utilisation des ressources des États et permet à la filière transport, filière transversale s'il en est, de renforcer sa compétitivité et par suite celle de l'économie de tout le pays. Tout en traduisant sa reconnaissance à l'État pour la réhabilitation des routes ivoiriennes, le porte-parole des transporteurs indique que la préservation des routes ne profite pas seulement qu'à l'État. Dans notre travail, il ne sert à rien d'avoir un bon chauffeur, un bon camion, de la marchandise et des passagers si vous n'avez pas une bonne route. C'est pour cela que le développement du secteur du transport passe obligatoirement par la qualité de la route que le transporteur routier emprunte. Après les allocutions, les tests effectués par des véhicules poids lourds ont permis à l'assistance de mesurer la qualité de l'équipement de la station de pesage d'Abengourou. Après 2 jours de repos, reprise aujourd'hui des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La première 8e de finale va opposer le Maroc au Bénin à 16h temps universel. Dans la deuxième rencontre, le Sénégal sera face à l'Ouganda à 19h précise. Enfin, possible sortie de crise au Soudan. Après plusieurs mois de blocage et de violence, l'Union africaine a annoncé la nuit dernière que les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation civile ont trouvé un accord. Les 2 camps ont adopté un compromis, notamment concernant l'organe principal qui va gérer la transition jusqu'aux prochaines élections. Voilà, merci de nous avoir suivis. Notez que le journal du soir sera diffusé à 21h15 en raison du match Sénégal-Ouganda comptant pour la 8e de finale de la CAN 2019.